Nous en produisons au niveau de l'Europe, totalement cumulés, quelques centaines par jour, et qui ne sont pas au niveau de ce que font les Ukrainiens. Nous avons des standards qui sont 2 ans en retard. Avant de venir au détail, la rage, rappelez-vous la guerre de Yougoslavie. Moi, j'ai été souvent frappé de voir des militaires d'Europe de l'Ouest qui étaient tout à coup confrontés à des militaires croates, serbes, bosniaques, etc., qui évidemment avaient une rage de combat qui effrayait, mais c'était plus petit. Yougoslavie, là, c'est très grand. Il y a une résilience du soldat aguerri, rustique, et la rusticité, c'est celle qu'on trouve aussi dans la Légion étrangère, par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, je ne vais pas dire qu'on l'a perdu, parce qu'on a vraiment des hommes qui sont d'une valeur qui est incroyable, qui ont des performances, qui ont une efficacité, mais la grosse différence, encore une fois, c'est leur acceptation de la mort. Le fait, d'ailleurs les Ukrainiens le disent, ils veulent mourir pour leur pays. On leur permet de mourir pour leur pays, on les aide. Donc finalement, nous n'avons pas cette capacité à se dire c'est pas grave, 80% de notre groupe d'assaut va mourir, mais on va y aller quand même. L'incertitude de la guerre, si on fait la liste de tous les facteurs un peu tout à coup d'inconfort de l'Europe de l'Ouest, il y a ça, c'est-à-dire, comme vous le dites, regardez, il y a des voitures civiles, il y a un mélange de motos, de motards, et en même temps, et c'est la même armée qui a quand même des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les deux à la fois. Mais parce que leur armée de terre s'est adaptée à la réalité d'une guerre de tranchées dans laquelle la masse compte plus que la qualité individuelle de chaque équipement. Et aussi, ils ont adapté la réalité. Un exemple concret, la France et tous les pays d'Europe, on a des missiles anti-chars. Ça veut dire qu'on a un missile à 200 000 € et il faut avoir une visibilité directe sur l'adversaire pour pouvoir tirer. En Ukraine et dans tous les conflits futurs, il est suicidaire de se trouver en visibilité directe d'un char ou même d'un ennemi. 99% de cette guerre, ils ne voient jamais leur ennemi. Ils se font tuer par des drones kamikazes FPV. Et donc en Ukraine, pour 500 fois moins cher qu'un missile anti-char, ils vont avoir un drone kamikaze qui va toucher au but à 100% et qui va être piloté jusqu'à l'impact. Et c'est ça la grosse différence, c'est que leur doctrine a évolué et donc le matériel qu'ils produisent a évolué également. Aidez-nous à comprendre un certain nombre d'images à l'appui de ce que vous dites. D'abord, on est toujours dans la région de Pokrovsk, c'est à 7 km de la ville, ce char ukrainien qui progresse en Rodnitsky, qui ouvre le feu sur un bâtiment occupé par les forces russes. Alors, la guerre sur le terrain, elle continue, évidemment. Il y a des combats qui sont très très durs dans les environs de Pokrovsk. Il y a quelques jours, d'ailleurs, j'étais à Kramatorsk au moment où on avait des grosses craintes sur Pokrovsk. Et peut-être que vous avez vu ces images dans lesquelles des commandos ukrainiens ont été déposés en hélicoptère. Ça avait été assez décrié. En réalité, au moment où ils ont fait cette opération, les Ukrainiens étaient réellement quasiment encerclés. Il y avait entre 1000 et 1500 Ukrainiens qui étaient dans une sorte de poche dont les lignes de communication étaient coupées. Ils ne recevaient plus d'alimentation, d'armement, d'équipement. On voit cette toute petite ligne tout au nord ici. On voit cette poche qui est au milieu. Et finalement, cette ligne était totalement impraticable. Eh bien, ces commandos ont réussi à réétirer cette ligne pour pouvoir de nouveau alimenter les hommes qui sont au sol et les faire sortir. C'est-à-dire que les 1500 Ukrainiens qui auraient été effectivement morts ou prisonniers dans les prochaines semaines, là maintenant, on a la capacité de les alimenter et de les faire sortir si c'est nécessaire. C'était une grande victoire. Vous avez publié sur Twitter, sur X, une longue explication qui a un énorme succès parce que d'abord vous parlez avec beaucoup d'objectivité. Certains essaient de faire de la propagande, pro, anti-russe. Ouais, vous dites non, l'armée russe, il ne faut pas la sous-estimer. Elle a un certain nombre de forces très considérables. Si on liste ce que vous dites, omniprésence des drones, des essaims de drones, et après on va développer un champ de bataille complètement numérisé. En fait, on arrive dans un monde où on a une vision, enfin les deux armées ont une vision numérisée du champ de bataille, virtuelle, en plus de la réalité et la vulnérabilité de tout ce qu'on croyait si puissant, les chars et en particulier la logistique. Arrêtons-nous d'abord au drone. Cette image, la multitude des inventions, le drone éperon, ce drone qui arrive à expliquez-nous, faites-nous l'explication. Alors en fait, d'une manière générale, il y a ces drones d'observation qui sont ceux qui permettent à n'importe quel camp d'observer et de savoir ce qui va se passer devant. Donc globalement, on essaie de les détruire. Si vous utilisez un missile anti-aérien, ça va vous coûter, ce qu'on tire depuis l'épaule, quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Si vous avez des drones qui rentrent en collision, ça va vous coûter 2500 €. Mais face à la masse, maintenant, ils font des drones qui rentrent volontairement en collision, mais pas pour se détruire, mais pour casser l'hélice de celui qui est en face. Là, il y a une sorte d'éperon, c'est ça, qui entre simplement dans l'hélice et qui la brise. Ils détruisent l'hélice qui est devant nous, et donc ce drone va finir par tomber. Les deux camps font ça. Il y a aussi des sortes de drones qui ont des sortes de fusils à pompe à l'avant. Ou alors, ils vont lancer des petits filets qui vont s'enrouler dans les hélices et le drone va finir par tomber. Parce qu'encore une fois, des images comme celle-là, au début de l'année 2025, on avait prouvé que les Russes avaient perdu plus de 1000 drones d'observation de cette catégorie-là, juste par de la destruction aérienne. Encore une fois,
les Russes ont perdu plus de 10 fois ce que l'armée française possède en janvier dernier. Et ça continue en grande quantité. C'est un moment fascinant, hein. Tout le monde a dans l'œil la bataille d'Angleterre avec les Spitfire anglais et les avions allemands. On est dans un moment comme ça où le monde entier regarde à quoi ressemble une guerre à venir.